J'ai toujours imaginé que je mourrais à ses côtés. Je n'ai jamais imaginé que j'étais déjà morte pour lui depuis des années. Je m'appelle Mathilde Beaumont, j'ai 57 ans, et il y a 3 heures, mon monde entier s'est effondré lorsque j'ai reçu, par erreur, un email de confirmation d'une joaillerie exclusive de Paris. Cher Monsieur Didier Beaumont, nous confirmons la réception du paiement pour la bague d'émeraude choisie. Comme demandé, la gravure intérieure sera, pour ma véritable épouse, pour Émilie. Ma belle-fille. La femme que mon fils Gabriel aime depuis l'université. La femme qui m'a tenu la main pendant les funérailles de ma mère. La femme qui m'appelle maman lors des réunions de famille. La notification a clignoté sur mon téléphone portable alors que je préparais des macarons pour le dîner célébrant le 35e anniversaire de mon mariage avec Didier. L'homme qui, je venais de le découvrir, avait acheté une bague d'émeraude pour la femme de notre fils unique. Le soleil d'automne parisien filtrait à travers les rideaux de notre appartement dans le 7e arrondissement, créant des motifs d'encens sur le sol en parquet que nous avions fait restaurer ensemble il y a 10 ans. Ces mêmes rayons de lumière éclairaient maintenant mon téléphone, révélant une vérité que je n'aurais jamais pu imaginer. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un autre email, cette fois correctement adressé à Didier. Monsieur Beaumont, nous vous prions de nous excuser pour la méprise précédente. L'email de confirmation a été envoyé à la mauvaise adresse. Nous garantissons que des situations comme celle-ci ne se reproduiront pas et réaffirmons notre engagement envers la discrétion que nos clients attendent. Discret comme la trahison qui se déroulait sous mon propre toit, pendant que je brodais ses initiales sur ses mouchoirs, pendant que je remplaçais ses médicaments pour la tension chaque matin, pendant que j'organisais ses cravates par couleur et par saison. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et j'ai continué à battre les blancs en neige comme si rien ne s'était passé. Comme si je ne venais pas de découvrir que mon mari et ma belle-fille entretenaient une liaison si sérieuse qu'une bague était déjà impliquée. Une bague avec une gravure qui m'effaçait complètement de l'existence, ma véritable épouse. Je n'ai pas versé une seule larme. Au lieu de cela, j'ai ouvert notre coffre-fort caché derrière le tableau de monnaie dans le bureau, un cadeau de mon père que Didier avait toujours détesté. Là se trouvait notre testament conjoint, nos économies pour les urgences, les documents de la maison en Provence, et un dossier rouge que je n'avais jamais vu auparavant. Dans le dossier, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'asseoir lentement dans le fauteuil en cuir de Didier, celui qu'il ne m'avait jamais permis d'utiliser. Un ensemble de documents immobiliers pour un appartement à Bordeaux dont j'ignorais l'existence. Non, pas dont nous ignorions l'existence, que lui possédait, exclusivement à son nom. Le contrat d'achat datait de 3 ans. Mes doigts tremblaient légèrement en tournant les pages. L'appartement était spacieux, dans un quartier élégant de Bordeaux, avec vue sur la Garonne. Les frais de notaire avaient été réglés en espèces. Des espèces provenant d'un compte dont j'ignorais l'existence. 35 ans de mariage, et je découvrais que mon mari avait une vie financière parallèle à la nôtre. Et puis j'ai trouvé les photos. Pas des photos intimes ou explicites comme dans des films bon marché. C'était pire. Didier et Émilie assis à la table d'un café à Bordeaux. Didier et Émilie marchant main dans la main dans le jardin public. Didier et Émilie tenant les clés d'un appartement, souriant comme de jeunes mariés devant une porte verte portant le numéro 17. La dernière photo m'a brisé intérieurement, Émilie enceinte, avec Didier embrassant son ventre, dans ce qui était clairement la chambre de cet appartement à Bordeaux. La date imprimée au verso, il y a 6 mois. Ma belle-fille était enceinte. Pas de mon fils, mais de mon mari. J'ai scruté la photo plus attentivement, remarquant des détails qui me glaçaient davantage. Sur la table de nuit, la montre que j'avais offerte à Didier pour son 60e anniversaire. Sur le mur, un tableau que nous avions acheté ensemble à Venise lors de notre 25e anniversaire de mariage. Il avait transporté des morceaux de notre vie commune dans ce nid d'amour clandestin. La chambre était décorée dans des tons de vert émeraude, la couleur préférée d'Émilie. Je me souvenais avoir entendu Gabriel se plaindre gentiment de la façon dont leur appartement se transformait progressivement en jungle urbaine, avec toutes ses plantes et ses textiles verts. J'avais trouvé cela charmant à l'époque. Maintenant,
Je comprenais que cette passion pour le verre était partagée avec mon mari. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait m'a tiré de ma transe. C'était Didier qui revenait du travail. À 62 ans, il maintenait toujours une routine impeccable dans l'entreprise d'architecture que nous avions fondée ensemble quand je croyais encore à l'amour éternel. J'ai rapidement remis tous les documents dans le dossier, exactement comme je les avais trouvés, et j'ai replacé le dossier dans le coffre. Un coup d'œil dans le miroir m'a rassuré, mon visage ne trahissait rien de la tempête qui faisait rage en moi. « Mathilde ? Les macarons sont prêts ? Gabriel et Émilie arrivent dans 1 heure, a-t-il crié depuis le hall d'entrée. Gabriel. Mon fils. L'homme qui ignorait que sa femme portait son demi-frère dans son ventre. Sa voix résonnait dans notre appartement comme elle l'avait fait pendant 3 décennies et demie. La même voix qui avait prononcé des vœux, chuchoté des mots d'amour, rit avec notre fils. La même voix qui, maintenant je le savais, avait tissé un réseau de mensonges si dense que je me demandais s'il y avait jamais eu une once de vérité dans notre mariage. Presque prêt, ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme tandis que je remettais le tableau de monnaie en place, cachant à nouveau le coffre-fort. Je suis retourné à la cuisine, où j'ai trouvé Didier en train de déboucher une bouteille de champagne. Il a levé les yeux et m'a souri ce même sourire qui autrefois faisait fondre mon cœur. Maintenant, il me donnait la nausée. « Tu es magnifique aujourd'hui » a-t-il dit, s'approchant pour m'embrasser sur la joue. « Cette robe te va à ravir. » J'ai senti son parfum, pas celui que je lui avais offert à Noël, mais un autre, plus vif, plus jeune. Un parfum qu'il avait dû acheter pour plaire à une femme de 30 ans, pas à son épouse de presque 60 ans. « Merci » ai-je murmuré, continuant à préparer le dîner de notre anniversaire de mariage. Tandis que j'arrangeais les roses dans le vase en cristal des roses rouges, symbole d'un amour que je croyais réel, un plan commençait à se former dans mon esprit. Un plan qui ferait envoyer à Didier un message désespéré quelques heures plus tard. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Mathilde ? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Que se passe-t-il quand une femme de 57 ans découvre que son mari et sa belle-fille non seulement la trompent, mais attendent un enfant ensemble ? Vous pensez connaître cette histoire, mais je vous garantis que non. Je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas eu recours à la violence, je ne me suis pas réduite aux larmes. Ce que j'ai fait était beaucoup plus dévastateur. Continuez à regarder pour découvrir comment j'ai transformé des décennies de connaissances intimes en larmes parfaites contre l'homme qui avait juré de m'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le dîner d'anniversaire était servi. La table en chêne dont j'avais hérité de ma grand-mère soutenait la meilleure porcelaine française, des verres en cristal qui scintillaient sous le lustre en bronze, et des arrangements de roses blanches, les mêmes fleurs que mon bouquet de mariée. Les bougies projetaient une lueur douce sur la nappe en dentelle ancienne, celle que ma mère m'avait donnée le jour de mon mariage. Pour les moments qui comptent, avait-elle dit. Je me demandais ce qu'elle aurait pensé de ce moment particulier, où je servais un dîner d'anniversaire à l'homme qui avait fait de notre mariage une farce. Didier a ouvert le champagne pendant que je donnais les dernières touches au dessert, une crème brûlée avec la recette secrète de la famille. Le bruit de la sonnette a annoncé l'arrivée de Gabriel et Émilie. « Joyeux anniversaire, maman !» Gabriel m'a serré fort dans ses bras, me remettant un paquet élégamment emballé. « Mon fils. Mon merveilleux fils au sourire de son père, mais avec mon tempérament. Médecin respecté, mari aimant, et bientôt père mais pas comme il le pensait. Je sentais mon cœur se serrer en le regardant, si fier de ses parents, si inconscient de la tempête qui allait s'abattre sur sa vie. Quand Émilie s'est approchée pour m'embrasser sur les joues, le salut traditionnel français, j'ai discrètement observé son ventre. Il n'y avait pas encore de signe visible, mais maintenant je savais ce qui se cachait sous cette robe Chanel. « Tu es radieuse ce soir, Émilie » ai-je commenté en l'observant. Elle a légèrement rougi. « C'est le nouveau traitement facial que je fais. Il doit être très efficace. Didier a mentionné l'autre jour à quel point tu sembles de plus en plus jeune. » J'ai senti le regard de panique que mon mari a lancé dans notre direction. Il n'avait évidemment fait aucun commentaire sur Émilie avec moi. C'était simplement mon premier coup dans la partie qui venait de commencer. Je n'ai jamais.
A commencé Didier, mais je l'ai interrompu en lui tendant son verre de champagne. Trinquons à 35 années, ai-je dit, levant mon verre. À la fidélité et à la confiance. Les mots sont tombés dans la pièce comme des pierres dans un étang, créant des ondulations de malaise que seuls Didier et Émilie pouvaient vraiment ressentir. Gabriel a souri et a levé son verre, inconscient du double sens de mon toast. Pendant le dîner, j'ai été l'hôtesse parfaite. J'ai servi les plats préférés de Didier, rempli son verre à plusieurs reprises avec le Bordeaux qu'il appréciait tant, et souri à chaque histoire qu'il racontait comme si c'était la première fois que je l'entendais. J'observais. J'attendais. Je notais chaque regard furtif entre mon mari et ma belle-fille, chaque moment où leurs doigts s'évitaient soigneusement en se passant le pain, chaque excuse qu'Émilie trouvait pour ne pas boire de vin. 35 ans, apportait un toast Gabriel, levant son verre. Vous êtes mon inspiration. J'espère qu'Émilie et moi serons aussi heureux que vous quand nous atteindrons ce cap. J'ai vu l'inconfort dans les yeux d'Émilie, la façon dont elle évitait de regarder directement Didier. Le secret est la confiance, mon chéri, ai-je répondu calmement. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais révélé auparavant. Tout le monde à table s'est penché, curieux. Quand ton père et moi nous sommes mariés, nous avons fait un pacte. Nous avons promis que si un jour l'un de nous trompait l'autre, nous renoncerions à tout. Absolument tout. Quel genre de pacte est-ce, maman? Gabriel a ri, trouvant amusant ce romantisme démodé. Un pacte légal, en fait, ai-je continué, savourant la panique grandissante dans les yeux de Didier. C'est enregistré chez le notaire. C'était l'idée de ton père, tu sais? Il a dit qu'il voulait que je me sente en sécurité. Que s'il me trompait un jour, il n'aurait droit à rien de ce que nous avions construit ensemble. Ni l'entreprise, ni les propriétés. Rien. Les doigts de Didier se sont crispés autour du pied de son verre. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner frénétiquement, cherchant à se rappeler s'il avait effectivement signé un tel document. Il l'avait fait, bien sûr. Dans notre première année de mariage, quand il était encore amoureux et idéaliste. Un document qu'il avait probablement oublié depuis longtemps, mais que j'avais soigneusement conservé pendant toutes ces années. Mathilde, c'était il y a si longtemps. Didier a tenté d'interrompre, sa voix étrangement aiguë. Mais c'est toujours valable, n'est-ce pas, mon amour? À moins que nous n'ayons signé quelque chose pour l'invalider, et je ne me souviens pas l'avoir fait. Le silence qui a suivi n'a été coupé que par le tintement des couverts. Gabriel semblait confus par la tension soudaine. Émilie étudiait intensément son assiette. En tout cas, ai-je repris joyeusement, qui veut du dessert? J'ai fait ton préféré, Didier. J'ai apporté la crème brûlée, la surface caramélisée reflétant la lueur des bougies. C'était le dessert que Didier m'avait demandé lors de notre premier dîner ensemble, il y a 36 ans. J'avais passé des semaines à perfectionner la recette pour lui plaire. Maintenant, je me demandais combien d'autres femmes avaient reçu ce même regard appréciateur quand ils goûtaient leur dessert. En servant le dessert, j'ai accidentellement laissé tomber ma serviette. En me baissant pour la ramasser, j'ai discrètement placé une enveloppe sur la chaise d'Émilie. Le dessert a été accueilli avec des éloges, même si je pouvais voir que ni Didier ni Émilie n'avaient beaucoup d'appétit. Gabriel, cependant, savourait chaque bouchée, me rappelant l'enfant gourmand qu'il avait été. Émilie, ma chérie, pourrais-tu m'aider avec le café dans la cuisine, ai-je demandé après le dessert. Elle a hésité un instant, jetant un regard presque imperceptible à Didier avant d'acquiescer. Bien sûr, Mathilde. Une fois dans la cuisine, elle semblait nerveuse, ses doigts serrant le bord du comptoir. La lumière crue révélait sa pâleur, le léger tremblement de ses mains, les cernes sous ses yeux soigneusement dissimulés par le maquillage. Pendant un bref instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour elle. « Tu as trouvé mon petit cadeau ?» ai-je demandé calmement tout en préparant la cafetière. Elle a pâli. « Quel cadeau ?» L'enveloppe sur ta chaise. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de compromettant. Juste quelques informations sur la grossesse que j'ai pensé qui pourraient être utiles.
Ses yeux se sont écarquillés de pure terreur. Je ne sais pas de quoi tu parles, Mathilde. Oh, je pense que si, ai-je répondu, ma voix douce comme du velours. 6 mois, n'est-ce pas? La chambre avec le papier peint vert dans l'appartement de Bordeaux sera adorable pour un berceau. Didier a toujours eu bon goût en matière de décoration. Elle a commencé à trembler, les larmes jaillissant dans ses yeux. Comment j'ai découvert? Est-ce important? Ce qui importe, c'est ce qui se passe maintenant. Je l'ai regardée droit dans les yeux, cette femme qui avait partagé mes repas de famille, qui avait accepté mes conseils, qui avait prétendu m'aimer comme une seconde mère. Cette femme qui portait l'enfant de mon mari. Tu dois comprendre, Mathilde, a-t-elle murmuré, des larmes coulant maintenant librement. Ce n'était pas planifié, c'est juste arrivé. Comme c'est pratique, ai-je répondu, ma voix maintenant tranchante comme une lame. Les trahisons arrivent simplement. Les mensonges arrivent simplement. Les bébés avec le mari de ta belle-mère arrivent simplement. La porte de la cuisine s'est ouverte et Didier est entré, son visage un masque d'inquiétude. Tout va bien ici? Le café prend du temps. Nous avions juste une conversation de femme à femme, ai-je répondu. Sur la famille, l'avenir, la fidélité. Ce genre de choses. Je dois partir, Émilie a murmuré, s'éloignant de nous deux. Mais nous n'avons pas encore servi le café, a protesté Didier, essayant de maintenir les apparences. Laisse-la partir, ai-je dit doucement. Elle a besoin de réfléchir à certains choix. D'ailleurs, j'ai aussi préparé un cadeau pour toi, mon amour. Je lui ai tendu une enveloppe identique à celle que j'avais donnée à Émilie. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents de l'appartement de Bordeaux, des photos, et quelque chose de plus, une notification judiciaire préliminaire mentionnant notre pacte anti-infidélité et le blocage préventif de tous nos biens. Il a ouvert l'enveloppe lentement, ses mains tremblant légèrement. J'ai observé son visage passer de la confusion à la reconnaissance, puis à l'horreur pure lorsqu'il a atteint la notification judiciaire. Son teint est devenu cendré. « Que as-tu fait ?» a-t-il chuchoté, son visage perdant toute couleur. « Encore rien. Je me suis simplement préparé. » Lorsque nous sommes retournés à la salle à manger, Émilie avait déjà convaincu Gabriel qu'elle ne se sentait pas bien et qu'il devait partir. J'ai vu la panique dans ses yeux quand je lui ai dit au revoir chaleureusement, embrassant ses joues comme si rien ne s'était passé. « Prends soin de toi, ma chérie. Pense au bébé, ai-je chuchoté à son oreille, la faisant se raidir. Gabriel m'a étreinte, inconscient du drame qui se déroulait autour de lui. « À bientôt, maman. Encore joyeux anniversaire. Je t'appelle demain. » J'ai touché sa joue, me demandant comment je pourrais jamais lui annoncer ce qui allait suivre. « Je t'aime, mon fils. Plus que tout au monde. » Après leur départ, Didier s'est effondré sur une chaise, l'enveloppe froissée dans ses mains. « Pourquoi tu ne me cries pas dessus? Pourquoi tu ne casses pas des choses ?» a-t-il demandé, déconcerté par mon calme. « Parce que je n'en ai pas besoin, ai-je répondu tranquillement tout en débarrassant les assiettes. Tu sais, Didier, tu m'as sous-estimé toutes ces années. Tu as pensé que j'étais seulement l'épouse dévouée, la mère abnégée, l'associée silencieuse. Tu as oublié que c'est moi qui ai négocié nos plus gros contrats. C'est moi qui ai construit notre réseau de contacts. C'est moi qui ai géré nos finances pendant que tu recevais les applaudissements. » Je me suis approché de lui, me penchant pour chuchoter à son oreille. « Et maintenant je vais te détruire, non pas avec des scandales ou de la violence, mais avec la même méticulosité avec laquelle j'ai construit notre vie. » Il a essayé de saisir mon bras, mais j'ai reculé doucement. « Tu as 24 heures pour décider comment tu veux procéder. Tu peux tout avouer à Gabriel toi-même, ou je peux le faire pour toi. Tu peux signer les papiers renonçant à l'entreprise et aux propriétés, conformément à notre accord, ou nous pouvons laisser les tribunaux décider avec toute la publicité que cela entraînera. » Ses yeux, autrefois si assurés, reflétaient maintenant une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Didier Beaumont, l'architecte renommé, l'homme qui dominait chaque pièce dans laquelle il entrait, était maintenant recroquevillé devant moi.
Tu ne ferais pas ça à Gabriel, a-t-il tenté d'argumenter. Tu ne détruirais pas sa vie comme ça. Non, Didier. Tu as fait cela quand tu as mis enceinte sa femme. Ces mots sont tombés entre nous comme un verdict final. Il a baissé la tête, vaincu. Je suis sorti sur notre balcon, contemplant les lumières de Paris. La ville que nous avions conquise ensemble, Didier et moi. La ville où nous avions construit notre empire, élevé notre fils, tissé nos rêves. La ville qui serait maintenant témoin de notre chute. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis pour la première fois en 35 ans. Les draps sentaient la lavande fraîche, pas le parfum de Didier qui avait imprégné notre lit conjugal pendant des décennies. J'ai trouvé ce changement étrangement réconfortant. À 3 heures du matin, j'ai reçu un message désespéré sur mon téléphone portable. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Mathilde ? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Ce n'était que le début. Si vous vous êtes déjà demandé de quoi une femme d'âge mûr est capable lorsque son monde s'écroule, continuez à regarder. Je n'ai pas été élevée pour être cruelle, mais Didier et Émilie me l'ont rapidement enseigné. Le message désespéré de mon mari n'était que le début. Ce qui s'est passé le lendemain matin m'a surprise moi-même. Le message de Didier n'était pas le seul que j'ai reçu cette nuit-là. À 4h17, mon téléphone a vibré à nouveau avec une notification d'Émilie. « Nous devons parler. Juste nous deux. S'il te plaît. » Je n'ai répondu à aucun des messages. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis permis le luxe de dormir tard. La chambre d'amis, avec ses tons neutres et son absence de souvenirs partagés, m'offrait un refuge inattendu. J'ai observé le plafond pendant de longues minutes, écoutant les bruits familiers de Paris qui s'éveillaient. Les klaxons lointains, le tintement des cloches de l'église Saint-François-Xavier, le bruissement des arbres du jardin sous ma fenêtre. Lorsque je suis finalement descendu à la cuisine, Didier était déjà parti. Sur la table, un mot griffonné à la hâte. Je suis allé régler quelques affaires. Nous parlerons ce soir. Son écriture, habituellement si assurée, trahissait son agitation. Des traits appuyés, des lettres mal formées, l'écriture d'un homme au bord du précipice. J'ai souri en préparant mon café. Régler quelques affaires signifiait courir à l'appartement de Bordeaux, supprimer des preuves, transférer de l'argent, consulter un avocat. Exactement ce que j'espérais qu'il ferait. Le parfum du café fraîchement moulu a envahi la cuisine, cette même cuisine où nous avions partagé des milliers de petits déjeuners. Je me suis assise à ma place habituelle, savourant la solitude. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison, je me suis autorisée à ressentir toute la gamme d'émotions qui tourbillonnaient en moi, la colère, bien sûr, mais aussi la déception, la tristesse, et étrangement, un sentiment de libération. Ce qu'il ignorait, c'est que chacun de ces mouvements serait enregistré. Même avant de découvrir la trahison, j'avais déjà engagé un détective privé non par soupçon, mais par précaution. Un cadeau d'anniversaire anticipé pour moi-même après avoir remarqué que Didier était étrangement protecteur avec son téléphone. Cette décision, prise presque sur un coup de tête 3 mois plus tôt, s'avérait maintenant être mon salut. À l'époque, je me disais que c'était simplement pour me rassurer, pour confirmer que mes inquiétudes n'étaient que des fantômes créés par mon imagination vieillissante. Jamais je n'aurais imaginé que le détective découvrirait ce qu'il a trouvé. L'enquêteur, Monsieur Leclerc, un ex-policier discret et efficace aux tempes grisonnantes et au regard perçant, m'a appelé à 11h25. Madame Beaumont, votre mari vient d'entrer au Crédit Agricole de la rue Esprit des Lois à Bordeaux. Merci, Monsieur Leclerc. Continuez à le suivre. Bien sûr, madame. Il est arrivé à Bordeaux par le TGV de 8h42. Il semblait nerveux, a pris un café au comptoir de la gare, puis a pris un taxi directement vers la banque. Il porte une mallette que je ne lui avais jamais vue lors de mes précédentes observations. Une mallette noire avec des coins en métal argenté ? Exactement, madame. J'ai fermé les yeux. Cette mallette particulière, je la connaissais bien.
C'était celle que Didier utilisait exclusivement pour transporter des documents importants, occasionnellement, de grandes sommes d'argent liquide. Le fait qu'il l'ait avec lui confirmait mes soupçons, il essayait de sécuriser ses actifs, de les cacher avant que les avocats ne puissent les localiser. Tenez-moi informé de tout retrait important ou transfert qu'il pourrait effectuer, ai-je instruit Leclerc. Bien entendu. Je vous enverrai des mises à jour toutes les heures. Tandis que Didier tentait désespérément de sauver ce qu'il pouvait, j'avais d'autres projets. À 13h, mon taxi s'est arrêté devant l'immeuble où Gabriel et Émilie habitaient, dans l'élégant 7e arrondissement de Paris. L'immeuble haussmannien s'élevait majestueusement, ses balcons en fer forgé ornés de géranium rouge, les fleurs préférées de mon fils. Gabriel avait toujours aimé le rouge. Enfant, il ne voulait porter que des vêtements rouges, manger dans des assiettes rouges. Une passion que sa femme avait respectée en décorant leur balcon avec ses fleurs éclatantes. J'ai hésité un moment avant d'appuyer sur la sonnette. Comment allais-je affronter cette femme, qui non seulement avait trahi mon fils, mais portait l'enfant de mon mari? Quelle part de ma colère était dirigée contre elle, et quelle part contre Didier? Après tout, c'était lui qui avait brisé ses vœux, lui qui avait séduit la femme de son propre fils. Mais Émilie n'était pas innocente. Elle avait fait ses propres choix, trahi son propre mariage. Et maintenant, elle devait affronter les conséquences. La porte s'est ouverte. Émilie se tenait là, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Elle portait un peignoir en soie et semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la veille au soir. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, tombaient en mèches désordonnées autour de son visage pâle. « Mathilde » a-t-elle commencé, sa voix presque inaudible. « Je peux entrer ?» ai-je demandé calmement. Elle a acquiescé, ouvrant davantage la porte. L'appartement était impeccable comme toujours, décoré avec le bon goût que je lui avais moi-même enseigné au fil des ans. Des œuvres d'art contemporain ornaient les murs, choisies lors de nos visites communes dans les galeries parisiennes. Un vase rempli de lys blanc trônait sur la table basse, un cadeau que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Je me suis demandé combien de fois Didier était venu ici, dans cet espace que Gabriel et Émilie avaient créé ensemble. Avait-il caressé ces mêmes objets, admiré ces mêmes tableaux, tout en planifiant la trahison ultime? Gabriel est au travail, a-t-elle informé inutilement. Je sais. C'est pour cela que je suis ici maintenant. Je connaissais parfaitement l'emploi du temps de mon fils. Chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, il opérait tous les mardis de 8h à 17h. Ce mardi ne faisait pas exception. Nous nous sommes assises dans le salon, face à face. Entre nous, sur la table basse en verre, j'ai posé une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, son regard fixé sur le papier comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à mordre. « 2 billets pour Genève, Suisse. Un pour toi, un pour Gabriel. Départ ce soir. » Elle a cligné des yeux, confuse. « Je ne comprends pas. » L'enveloppe crème contenait bien plus que des billets d'avion. Elle renfermait un avenir, une possibilité, peut-être la seule issue honorable à cette situation impossible. C'est simple. Tu vas tout raconter à Gabriel aujourd'hui, faire tes bagages avec l'essentiel, et partir avec lui pour Genève. Ma sœur a une maison de campagne là-bas. Vous y resterez jusqu'à ce que les choses se calment. Aline, ma sœur cadette, possédait un chalet isolé près du lac Léman. Un refuge paisible entouré de montagnes majestueuses et de prairies verdoyantes. L'endroit idéal pour un homme dont le monde venait de s'écrouler. Pourquoi ferais-tu cela? Émilie a demandé, perplexe. J'ai observé son visage, cherchant à comprendre comment cette femme intelligente et apparemment sensible avait pu faire quelque chose d'aussi destructeur. Émilie Laurent, 32 ans, historienne de l'art au musée d'Orsay. Belle sans être ostentatoire, cultivée sans être prétentieuse. La femme parfaite pour mon fils, avais-je pensé. Parce que, contrairement à toi et Didier, j'aime mon fils. Et même si je veux que tu souffres pour ta trahison, je ne peux pas sacrifier le bonheur de Gabriel pour me venger. Des larmes coulaient sur le visage d'Émilie. Gabriel ne me pardonnera jamais.
Probablement pas, ai-je acquiescé. Mais il a le droit de décider quoi faire concernant son mariage, et concernant le bébé. Elle a pâli. Comment puis-je lui dire que le bébé n'est pas de lui? C'est ton problème, Émilie. Tu as créé cette situation, maintenant tu dois y faire face. Ses mains se sont posées instinctivement sur son ventre. Un geste protecteur, maternel. Malgré toute ma colère, je ne pouvais ignorer la réalité, cette femme portait un enfant. Un enfant innocent dans toute cette débâcle. Et si je ne lui dis pas? Et si je m'enfuis simplement? J'ai souri. Un sourire triste, mais déterminé. Alors je poursuivrai mon plan initial. J'actionnerai les avocats, j'exposerai tout, et tu perdras non seulement Gabriel, mais aussi toute dignité ou respect qu'il te reste. Tu me détruirais? Tu détruirais cette grossesse? Non, Émilie. Je ne suis pas un monstre. Je ne te souhaite aucun mal physique, ni à toi ni à l'enfant. Mais je crois en la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Gabriel mérite de connaître la vérité. Et cet enfant mérite de naître dans l'honnêteté, pas dans un nid de mensonges. Elle m'a fixé longuement. Tu me détestes. Non, ai-je répondu sincèrement. Je déteste ce que tu as fait. Je déteste la douleur que tu causeras à mon fils. Mais je ne peux pas me permettre de gaspiller des émotions pour toi quand je dois prendre soin de Gabriel. Je me suis levée, lissant les plis imaginaires de ma robe. J'avais choisi avec soin ma tenue ce jour-là, une robe bleu marine sobre mais élégante, des bijoux discrets, un maquillage impeccable. Je voulais me présenter comme une femme composée, digne, inébranlable. Pas comme une épouse bafouée en quête de vengeance. Les billets sont pour 21h. Une voiture viendra vous chercher à 19h. Quelle que soit ta décision, Émilie, souviens-toi, c'est ta seule chance de faire quelque chose de décent après tant de mal. J'ai sorti de mon sac une autre enveloppe, plus petite. Ceci contient assez d'argent pour vous permettre de vivre confortablement pendant plusieurs mois. Utilise-le sagement. Elle a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Pourquoi es-tu si généreuse? Ce n'est pas de la générosité, Émilie. C'est du pragmatisme. Je veux que mon fils ait le temps et l'espace nécessaires pour guérir, loin des avocats, des commérages et du drame. Cette maison en Suisse et cet argent lui donneront cette possibilité. Alors que j'étais sur le point de partir, elle m'a appelé. Mathilde, qu'arrivera-t-il à Didier? Je me suis tournée lentement. Ses yeux reflétaient une inquiétude sincère pour mon mari. Malgré tout ce qui s'était passé, elle se souciait encore de lui. Cela m'a fait comprendre la profondeur de leur relation. Ce n'était pas simplement une aventure frivole, mais quelque chose de plus significatif. Cette réalisation a ravivé ma douleur, mais aussi renforcé ma détermination. Didier a fait son choix il y a longtemps. Maintenant, il va vivre avec les conséquences. J'ai quitté l'appartement, descendant lentement les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. J'avais besoin de ces moments pour rassembler mes pensées, préparer mon cœur pour ce qui allait suivre. Dans quelques heures, mon fils apprendrait que sa vie entière était construite sur des sables mouvants. En sortant de l'immeuble, j'ai levé les yeux vers le ciel parisien. Des nuages gris s'amoncelaient à l'horizon, promettant un orage. Approprié, ai-je pensé, pour la tempête émotionnelle qui s'abattrait bientôt sur notre famille. À 17h43, j'ai reçu un appel de Gabriel. Sa voix était étranglée, presque méconnaissable. Maman. Émilie m'a tout raconté. Oh, mon chéri. Ma voix a faibli pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison. J'étais assise dans mon fauteuil préféré, celui qui faisait face à la fenêtre donnant sur le parc. La pluie battait maintenant contre les vitres, transformant la vue en une aquarelle floue de vert et de gris. Nous partons pour Genève ce soir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je sais, mon cœur. La maison est prête pour vous accueillir. J'avais appelé Aline immédiatement après avoir quitté l'appartement d'Émilie. Ma sœur, toujours discrète et fiable, avait compris l'urgence sans poser trop de questions.
Je ferai préparer la maison, avait-elle promis. Et je resterai à l'écart jusqu'à ce que Gabriel soit prêt à avoir de la compagnie. Il y a eu un long silence avant qu'il ne parle à nouveau. Tu savais, au sujet du bébé? J'ai fermé les yeux, ressentant une douleur physique en entendant la souffrance dans sa voix. Oui. C'est de lui, n'est-ce pas? De papa. Gabriel. Dis-le simplement. J'ai besoin de l'entendre de toi. Oui, ai-je finalement répondu. C'est de lui. Un autre silence, encore plus lourd. J'entendais sa respiration difficile à l'autre bout de la ligne, imaginant son visage, si semblable à celui de son père, contracté par la douleur et l'incrédulité. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Ce n'est pas important maintenant. Tu es ma priorité. Mais c'est mon père, maman. Ces mots simples contenaient tant de complexité. Dans cette trahison multicouche, Gabriel faisait face à une double perte, celle de sa femme et celle de son père. L'homme qu'il avait admiré toute sa vie, dont il avait cherché l'approbation, qu'il avait pris comme modèle, s'était révélé être le pire type de traître. Et il nous a tous les deux trahis, mon chéri. Maintenant, va préparer tes affaires. La voiture arrivera bientôt. Après avoir raccroché, je suis restée assise seule dans mon salon pendant des heures, observant le soleil de Paris se coucher lentement. La pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle une fraîcheur qui s'infiltrait par les fenêtres entr'ouvertes. J'ai allumé quelques lampes, mais j'ai laissé la pièce principalement dans la pénombre, trouvant un certain réconfort dans ces ombres qui correspondaient à mon humeur. Le détective m'a envoyé des mises à jour périodiques sur les mouvements frénétiques de Didier, banque, avocat, appartement à Bordeaux, un bref arrêt dans un bar où il a bu 3 verres de cognac en succession rapide. Il semble agité, madame, a rapporté Leclerc lors de son dernier appel. Il a passé près d'1 heure au téléphone sur la terrasse du bar, parlant avec animation. J'ai réussi à entendre des bribes, il mentionnait des transferts d'offshore et la vente rapide d'un bien immobilier. Continuez à le surveiller, monsieur Leclerc. J'ai besoin de savoir chaque mouvement, chaque transaction. À 20h52, j'ai reçu la confirmation que Gabriel et Émilie avaient embarqué dans l'avion pour Genève. C'est seulement alors que j'ai permis à une unique larme de couler sur mon visage. Je me suis servi un verre de cognac, le même Rémy Martin que Didier réservait pour les occasions spéciales. Je l'ai fait tourner dans le verre, admirant sa couleur ambrée à la lumière tamisée, respirant son arôme riche et complexe. Comme notre mariage l'avait été, pensais-je amèrement. Riche en apparence, complexe en réalité, et finalement, aussi brûlant que l'alcool qui descendait maintenant dans ma gorge. Le bruit de la clé dans la serrure a annoncé l'arrivée de Didier. Il était presque 23 heures quand il est entré, paraissant épuisé et vaincu. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant assise calmement dans le salon, un verre de cognac à la main. « Où étais-tu » ai-je demandé, comme si c'était juste une soirée normale dans notre mariage. Il a jeté son manteau trempé sur le dossier d'une chaise, négligeant pour la première fois de l'accrocher soigneusement dans l'entrée. Ses cheveux gris étaient ébouriffés par le vent, ses yeux rougis par la fatigue ou les larmes, je ne pouvais le dire. « Tu sais très bien, a-t-il répondu amèrement, jetant son porte-documents sur la table. « Que veux-tu, Mathilde? De l'argent? L'entreprise? La maison? Tu peux tout prendre. Comme c'est généreux de ta part d'offrir ce qui est déjà légalement le mien. » Il s'est servi une généreuse dose de cognac et s'est effondré dans le fauteuil face à moi. J'ai remarqué qu'il avait choisi le fauteuil le plus éloigné, comme s'il craignait de s'approcher trop près. Sage décision. Où sont Gabriel et Émilie? Je n'arrive à joindre aucun des deux. En lieu sûr. Loin de toi. Tu leur as parlé? Sa voix trahissait sa panique. Non. Émilie a tout raconté. Didier a pâli. Tout? Tout. Y compris au sujet du bébé. Il a couvert son visage de ses mains. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Exactement, Didier. Que as-tu fait? Tu as détruit notre famille, trahi ton propre fils, et pourquoi? Pour te sentir jeune à nouveau?
Pour prouver que tu peux encore séduire une femme ayant la moitié de ton âge? Ce n'était pas comme ça, a-t-il murmuré. Alors comment c'était? Explique-moi comment tu as fini par mettre enceinte la femme de notre fils. Il a pris une gorgée de cognac, cherchant du courage. Cela a commencé quand ils sont venus vivre avec nous pendant 3 mois durant la rénovation de leur appartement. Tu étais en Italie, t'occupant de ta tante malade. Émilie et moi, nous nous sommes rapprochés. Rapprochés, ai-je répété avec dédain. Quel euphémisme adorable pour ce que vous avez fait. Je me suis souvenu de cette période, il y a un peu plus d'1 an. Ma tante Hélène, ma seule parente survivante à part Aline, avait subi un AVC. J'avais passé 2 mois à Florence, l'aidant à se rétablir. Pendant ce temps, Gabriel et Émilie vivaient avec Didier pendant la rénovation de leur salle de bain et cuisine. Une situation temporaire qui avait apparemment ouvert la porte à une trahison permanente. J'ai essayé d'y mettre fin plusieurs fois, mais... Mais quoi? Elle était irrésistible? La tentation était trop forte? Je suis tombé amoureux, a-t-il finalement admis. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. La trahison était une chose. L'amour en était une autre complètement différente. Tu es tombé amoureux, ai-je répété lentement. De ta belle-fille. La femme de ton fils. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, Mathilde. Non, mais on choisit ce qu'on fait à ce sujet. Et tu as choisi de trahir, de mentir et de détruire ta famille. Didier semblait vaincu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant? Maintenant tu vas prendre tes affaires et quitter ma maison. Notre maison, a-t-il corrigé automatiquement. Plus maintenant. Conformément à notre accord prénuptial, en cas d'infidélité prouvée, le conjoint trompé a droit à tous les biens. Mes avocats ont déjà déposé la demande de divorce contentieux ce matin. Cela prendra des années pour être résolu devant les tribunaux, a-t-il argumenté. Peut-être. Ou peut-être pas, compte tenu des preuves que j'ai. Mais d'ici là, tu es légalement empêché d'accéder à nos comptes communs, à l'entreprise, ou à n'importe laquelle de nos propriétés. Il m'a regardé incrédule. Tu me laisserais sans rien? Après 35 ans? Tu m'as laissé sans rien quand tu as choisi Émilie. La différence est que j'ai encore ma dignité. Didier a terminé son cognac d'un seul trait. Et le bébé? C'est mon enfant. C'est aussi le demi-frère de ton fils. As-tu pensé à cela? À la monstruosité que tu as créée? Il n'a pas répondu. Il n'y avait pas de réponse possible. Tu as jusqu'à demain pour partir, ai-je conclu, me levant. Et ne t'inquiète pas pour Émilie. Elle est bien soignée. Alors que je montais déjà les escaliers vers ma chambre, j'ai entendu sa voix brisée. Qu'est-ce que tu m'as fait, Mathilde? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Je me suis tourné lentement, le regardant depuis la hauteur des marches. L'homme que j'avais aimé pendant plus de 3 décennies semblait soudain petit et pathétique, recroquevillé dans son fauteuil, son verre vide à la main, les épaules voûtées par le poids de ses propres actions. Moi? Je n'ai rien fait d'autre que découvrir la vérité. Tu t'es fait cela à toi-même, Didier. Et maintenant tu vas vivre avec les conséquences. J'ai continué à monter les escaliers, chaque marche me rapprochant d'une nouvelle vie, une vie sans Didier Beaumont. Une vie que je n'avais jamais imaginée, mais que maintenant je devais construire. Pour moi-même. Pour Gabriel. Pour l'avenir qui nous attendait au-delà de cette trahison. Quand on perd tout ce en quoi on a cru pendant 35 ans, 2 options se présentent, s'effondrer ou renaître. Beaucoup s'attendaient à ce que je me noie dans les larmes et l'amertume. Mais la vie me réservait un revirement que même moi je n'aurais pu prévoir. L'histoire ne se termine pas avec la trahison ou la vengeance, elle ne fait que commencer. 6 mois se sont écoulés depuis la nuit où j'ai expulsé Didier de notre maison. Les avocats se battent encore devant les tribunaux, mais les résultats préliminaires sont en ma faveur. L'accord prénuptial qu'il avait lui-même insisté pour signer des décennies auparavant s'est révélé être sa ruine financière. Le printemps parisien transformait la ville en une symphonie de couleurs et de parfums.
Les marronniers le long des avenues étaient en fleurs, les terrasses des cafés s'animaient à nouveau après l'hiver, et la Seine reflétait un ciel d'un bleu cristallin. Paris, toujours fidèle à sa réputation, se parait de ses plus beaux atours pour célébrer le renouveau. Un renouveau qui faisait écho à ma propre renaissance. Ces 6 mois avaient été à la fois les plus difficiles et les plus libérateurs de ma vie. J'avais pleuré, bien sûr, mais j'avais aussi découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Gabriel est resté en Suisse pendant 2 mois. Quand il est revenu, il était plus mince et portait dans son regard celui de quelqu'un qui avait vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Son visage, autrefois si semblable à celui de son père, semblait avoir changé subtilement, comme si les traits hérités de Didier s'étaient estompés pour laisser place aux miens. Émilie était restée en arrière, hébergée dans une clinique pour grossesse à haut risque dans les environs de Genève. La trahison et le stress émotionnel avaient eu un impact sur sa santé et celle du bébé. Elle a perdu le bébé, m'a informé Gabriel lors de son premier jour de retour. Nous étions assis dans le jardin des Tuileries, l'endroit où il jouait quand il était enfant. Les souvenirs de lui courant autour du bassin, poursuivant les bateaux miniatures avec un bâton, me revenaient avec une clarté douloureuse. Je suis désolée, ai-je répondu, et c'était vrai. Malgré tout, cet enfant n'avait pas de culpabilité. Ne le sois pas, a-t-il dit avec une froideur que je n'avais jamais vue chez mon fils aimant. C'était mieux ainsi. Le soleil printanier réchauffait nos visages, mais une ombre invisible planait entre nous. La perte d'un enfant, même dans ces circonstances, restait une tragédie. Je me demandais si Gabriel se rendait compte qu'une partie de lui était soulagée, une réaction naturelle mais difficile à accepter. Et vous deux? C'est fini, maman. J'ai déposé une demande de divorce en Suisse. C'est plus rapide là-bas. J'ai acquiescé en silence. Le vent frais de Paris agitait les feuilles autour de nous, emportant les dernières réminiscences de ce qui avait été autrefois notre famille. As-tu eu des nouvelles de papa? A-t-il demandé après un long silence. Seulement ce que les avocats me disent. Il vit dans l'appartement de Bordeaux. Il m'a appelé hier. Il était ivre. Gabriel a regardé au loin, en direction de la tour Eiffel qui se dressait à l'horizon. Il a dit que tu l'avais détruit. Que tu avais tout calculé froidement pour le laisser sans rien. J'ai senti une pointe de douleur à ces mots. Était-ce ainsi que mon fils me voyait maintenant? Comme une femme froide et calculatrice? Et qu'as-tu répondu? Que c'est lui qui s'est détruit lui-même. Et que j'ai appris de toi à ne jamais être victime des circonstances. J'ai pris la main de mon fils, ressentant une fierté douloureuse. Au milieu de toute cette tragédie, il avait trouvé sa force. Tu sais, maman, a-t-il ajouté en serrant ma main, je t'ai toujours admirée. Mais ces derniers mois m'ont montré à quel point tu es vraiment forte. Je ne sais pas si j'aurais pu gérer cette situation avec autant de dignité. Ces mots ont apporté un baume à mon cœur meurtri. La validation de mon fils valait plus que toutes les victoires juridiques ou financières que je pourrais obtenir contre Didier. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai pris le contrôle total de l'entreprise d'architecture, renvoyé les associés qui étaient loyaux à Didier, et réorienté nos projets vers quelque chose dont j'avais toujours rêvé, la restauration de bâtiments historiques pour les transformer en centres communautaires. Didier avait toujours privilégié les projets prestigieux tours de bureaux étincelantes, résidences luxueuses pour clients fortunés. J'avais une autre vision, utiliser l'architecture pour servir la communauté, pour préserver l'héritage culturel de Paris tout en créant des espaces où les gens pouvaient se réunir, apprendre, grandir ensemble. Le premier projet sous ma direction exclusive était la transformation d'un ancien théâtre dans le Marais, jadis un joyau architectural du XVIIIe siècle, laissé à l'abandon depuis des décennies. Nous avons préservé sa façade ornée et son magnifique foyer, tout en modernisant l'intérieur pour accueillir une bibliothèque, des salles de classe pour cours du soir, et un petit café géré par une association aidant les jeunes défavorisés à apprendre un métier. C'est lors de l'inauguration de ce projet rénové que j'ai rencontré Louis. Louis Mercier était professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne. À 62 ans, il portait l'élégance désinvolte des hommes qui n'ont rien à prouver à personne.
Veuf depuis 5 ans, il était venu à l'inauguration à l'invitation d'un collègue commun. Ses cheveux poivre et sel encadraient un visage aux traits marqués par l'intelligence et la bienveillance. Ses yeux, d'un bleu intense, reflétaient une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Il se tenait légèrement en retrait de la foule, observant l'architecture rénovée avec une attention minutieuse. Madame Beaumont s'est-il présentée avec un sourire chaleureux, s'approchant de moi après les discours officiels. Votre travail avec ce théâtre est extraordinaire. Vous avez préservé l'âme du lieu tout en le ramenant au XXIe siècle. Merci, Monsieur Mercier. C'était exactement notre objectif. La façon dont vous avez incorporé les moulures d'origine dans un design contemporain est particulièrement remarquable. C'est rare de voir une telle sensibilité historique alliée à une vision aussi moderne. Notre conversation a coulé naturellement à partir de ce moment. Nous avons parlé d'architecture Renaissance, de la lumière particulière de Paris en automne, de livres obscurs que nous adorions tous les deux. Il n'y a pas eu de flirts évidents ou d'insinuations, seulement deux personnes mûres reconnaissant quelque chose de rare, une connexion authentique. Quand il m'a invité à prendre un café la semaine suivante, j'ai accepté sans hésitation. Le café s'est transformé en déjeuner, qui a conduit à une promenade au Louvre, qui a évolué en dîners hebdomadaires. Louis était différent de Didier à tous égards. Là où Didier était charismatique et dominant, Louis était réfléchi et attentif. Là où Didier cherchait à impressionner, Louis cherchait à comprendre. Nos conversations s'étendaient sur des heures, explorant des sujets allant de l'art byzantin à la physique quantique, du jardinage à la politique mondiale. Je me surprenais à rire de nouveau, à attendre avec impatience nos rencontres, à penser à lui aux moments les plus inattendus de la journée. C'était à la fois déroutant et merveilleux. À 57 ans, je vivais des émotions que je croyais réservées aux jeunes gens. 3 mois après notre première rencontre, j'ai reçu un appel inattendu d'Émilie. Elle était revenue à Paris et voulait me voir. J'ai accepté de la rencontrer dans un café neutre près du jardin du Luxembourg. J'ai hésité longuement avant cette rencontre. Que pouvait-elle bien me vouloir? Était-ce sage de la revoir, de rouvrir des blessures à peine cicatrisées? Mais la curiosité l'a emportée, ainsi qu'un besoin inexplicable de clôture. Elle semblait différente, plus mince, les cheveux plus courts, et quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là avant. Une certaine dureté, une compréhension du monde qui ne vient qu'à travers la douleur. Merci d'être venu, a-t-elle dit quand je me suis assise. Le café bourdonnait d'activités autour de nous, étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables, touristes feuilletant des guides, hommes d'affaires concluant des accords autour d'expressos serrés. La normalité environnante contrastait fortement avec l'étrangeté de notre rencontre. « Que puis-je faire pour toi, Émilie ?» ai-je demandé directement. « Je voulais que tu saches que je retourne à Lyon, chez mes parents. Je vais recommencer là-bas. C'est censé. » Elle a joué avec sa tasse, évitant mon regard. « Je vais reprendre mon nom de jeune fille. Recommencer complètement. » J'ai remarqué qu'elle ne portait plus son alliance l'anneau en platine que Gabriel avait choisi avec tant de soin, économisant pendant des mois pour l'acheter. Je me suis demandé ce qu'elle en avait fait. L'avait-elle vendu? Jeté dans la Seine dans un geste mélodramatique? Ou l'avait-elle simplement rangé, reconnaissant sa valeur symbolique même si son mariage était terminé? Et je voulais aussi. Elle a hésité, te demander pardon. Je l'ai regardé longuement. Pourquoi? Pour soulager ta conscience? Non, a-t-elle répondu avec une honnêteté qui m'a surprise. Je ne m'attends pas à ce que cela change quoi que ce soit. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Mais j'avais besoin de dire à haute voix, à toi, que je reconnais le mal que j'ai causé. À Gabriel aussi? Surtout à lui, a-t-elle confirmé. Mais ce n'est pas tout. Je voulais que tu saches que je suis à nouveau enceinte. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. De Didier? Non, s'est-elle exclamée, semblant véritablement horrifiée. Je ne l'ai pas revu depuis, cette nuit-là. C'est d'un médecin que j'ai rencontré à la clinique à Genève. Nous sommes ensemble depuis 4 mois.
La rapidité avec laquelle elle avait trouvé un nouveau partenaire m'a surprise, mais qui étais-je pour juger? Les gens cherchent du réconfort où ils peuvent le trouver, surtout après un traumatisme. Et tu me racontes cela parce que je veux que tu saches que je n'ai aucune prétention sur quoi que ce soit lié à ta famille. Je vais vraiment de l'avant, avec une nouvelle vie. J'ai acquiescé lentement. Je te souhaite d'être heureuse, Émilie. Sincèrement. Tu ne me détestes pas, a-t-elle demandé, semblant véritablement surprise. Haïr demande beaucoup d'énergie, ai-je répondu honnêtement. Et j'ai décidé de ne plus gaspiller d'énergie avec le passé. C'était vrai. La haine était un fardeau que je n'étais plus disposée à porter. Elle ne ferait que m'enchaîner au passé, m'empêchant d'avancer vers l'avenir que je commençais à envisager. Nous nous sommes dit au revoir avec une poignée de mains formelle. En la regardant s'éloigner, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère, seulement une sorte de soulagement mélancolique. Un autre chapitre qui se fermait. La semaine suivante, Gabriel m'a présenté Isabelle, une collègue de l'hôpital où il travaillait comme chirurgien. Ses yeux brillaient d'une façon que je n'avais pas vue depuis longtemps. Isabelle était anesthésiste, une femme posée aux yeux vifs et au rire contagieux. Ils s'étaient rapprochés pendant les longues heures d'opération partagées, trouvant du réconfort dans leur dévouement commun à leur profession. La vie, lentement, reprenait son cours. Comme Paris après une tempête, notre famille se redressait, différente mais résiliente. Ce fut lors d'une soirée de printemps, presque un an après la découverte de la trahison, que Louis me demanda en mariage. Nous étions sur la terrasse de son appartement avec vue sur la Seine, partageant une bouteille de vin et observant les bateaux passer. Le soleil couchant dorait les façades des bâtiments sur l'autre rive, transformant la Seine en un ruban de feu liquide. Dans cette lumière magique, Louis a pris ma main dans la sienne. « Mathilde, a-t-il commencé, sa voix légèrement tremblante, je sais que nous nous connaissons depuis relativement peu de temps. Mais à notre âge, on reconnaît rapidement ce qui est précieux, ce qui est vrai. Mon cœur s'est accéléré, anticipant ce qui allait suivre. Je t'aime. Tu as apporté une lumière dans ma vie que je pensais éteinte à jamais après le décès de Claire. Je me demandais si tu voudrais, si tu envisagerais de devenir ma femme. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, a-t-il ajouté précipitamment. Je sais que tu es encore en plein processus de divorce et qu'il y a beaucoup de complications. En fait, ai-je répondu avec un sourire, il n'y a aucune complication. Le divorce a été finalisé hier. Ses yeux se sont illuminés. Et quel a été le verdict? Tout en ma faveur, comme prévu. Didier a essayé de contester jusqu'au bout, mais les preuves étaient irréfutables. Et comment te sens-tu à ce sujet? J'ai réfléchi un moment, contemplant la Seine qui continuait son cours éternel, indifférente aux drames humains qui se jouaient sur ses rives. Soulagée. Pas pour la victoire juridique, mais pour être enfin libre. Libre de décider qui je veux être à partir de maintenant. Et qui veux-tu être, Mathilde Beaumont? Simplement moi-même. Sans masque, sans compromis qui me diminue, sans vivre dans l'ombre de personne. Louis a levé son verre pour porter un toast. À ta liberté, alors. Et à ta question, ai-je ajouté, ma réponse est oui. Son visage s'est illuminé d'une joie que je n'oublierai jamais. Dans cet instant parfait, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi, la dernière emprise du passé relâchant son étreinte. Le téléphone a sonné à 3h17 du matin, me réveillant d'un sommeil profond. C'était un numéro inconnu. Allô, ai-je répondu, ressentant cette appréhension que les appels nocturnes apportent toujours. Mathilde? La voix de Didier était méconnaissable, rauque, traînante, presque un murmure. Que veux-tu, Didier? Il est 3h du matin. J'avais besoin d'entendre ta voix, une dernière fois. Quelque chose dans son ton m'a alarmé. Malgré tout ce qui s'était passé, je connaissais cet homme. Je l'avais aimé pendant plus de 3 décennies. Et je savais reconnaître le désespoir dans sa voix. Didier, où es-tu? Dans l'appartement de Bordeaux. Celui que tu n'as jamais connu. Son rire a résonné amer, brisé.
Ironique, non? J'ai construit cet endroit pour fuir loin de toi, et maintenant c'est le seul endroit qu'il me reste. Je me suis redressé dans mon lit, soudain complètement éveillé. La chambre était baignée dans la lueur bleutée de la nuit parisienne, les rideaux entr'ouverts laissant passer les lumières de la ville qui ne dort jamais. Tu es ivre? Plus qu'ivre. J'ai pris quelques comprimés aussi. Mon cœur s'est accéléré. Quels comprimés, Didier? Est-ce important? C'est fini, Mathilde. J'ai tout perdu. L'entreprise, les propriétés, notre fils, Émilie, même ma dignité. Le désespoir dans sa voix était palpable, vibrant à travers la ligne téléphonique comme une corde sur le point de se rompre. Écoute, je vais appeler une ambulance pour... Non, a-t-il interrompu avec véhémence. Je ne veux pas être sauvé. Je voulais juste dire que je comprends maintenant. Tu comprends quoi? Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Sa voix affaiblie. Je le méritais. Malgré toute ma colère, toute ma douleur, je ne pouvais ignorer la détresse humaine à l'autre bout de la ligne. Cet homme, qui avait été le centre de mon univers pendant si longtemps, s'effondrait maintenant, seul dans un appartement que je n'avais jamais vu. Didier, tu as besoin d'aide. Donne-moi l'adresse exacte. C'est trop tard, a-t-il murmuré. Mais je voulais que tu saches, que malgré tout, tu as été l'amour de ma vie. Même quand je ne méritais pas ton amour. Didier? Adieu, Mathilde. La ligne est devenue muette. J'ai immédiatement appelé les urgences, la police de Bordeaux, tous les contacts que j'avais encore. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient en composant les numéros. Quelle que soit la profondeur de sa trahison, je ne pouvais pas le laisser mourir ainsi. 2 heures plus tard, j'ai reçu la confirmation, Didier avait été trouvé inconscient, mais vivant. Il était dans un état grave à l'hôpital. Gabriel a pris l'avion pour Bordeaux ce matin-là. Je ne suis pas allé avec lui. Il n'y avait rien que je puisse faire là-bas que notre fils ne puisse faire. Et, honnêtement, je ne saurais pas quoi ressentir en voyant Didier dans cet état. J'ai passé la journée dans un état de torpeur, errant dans notre appartement, mon appartement maintenant, touchant des objets familiers qui semblaient soudain étrangers. Les livres que Didier et moi avions lus ensemble. Les photos de famille qui documentaient une vie qui n'existait plus. Le fauteuil où il s'asseyait chaque soir pour lire le journal. Louis a appelé, inquiet lorsqu'il n'a pas reçu de réponse à ses messages précédents. Je lui ai tout raconté, m'attendant à ce qu'il soit jaloux ou contrarié par mon inquiétude pour mon ex-mari. Au lieu de cela, il a offert de venir, d'être à mes côtés pendant cette période difficile. Non, ai-je refusé doucement. J'ai besoin d'être seul aujourd'hui. Mais merci d'avoir proposé. Je suis là quand tu auras besoin de moi, a-t-il répondu simplement. Prends le temps qu'il te faut. Cette compassion, cette compréhension, m'a confirmé que j'avais fait le bon choix en acceptant sa demande en mariage. 3 jours plus tard, Gabriel m'a appelé de l'hôpital. Il va survivre, a-t-il dit simplement. Tant mieux, ai-je répondu, et c'était sincère. Malgré tout ce que Didier avait fait, je ne lui souhaitais pas la mort. Une partie de moi, une partie que j'avais essayé d'ignorer, était soulagée qu'il ait survécu. Maman, il a demandé si tu pourrais venir. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de cette décision. Qu'en penses-tu? Que devrais-je faire? Je pense que tu devrais faire ce qui apportera la paix à ton cœur, a répondu mon fils, sonnant maintenant plus sage que ses 31 ans. Le jour suivant, j'ai pris le train pour Bordeaux. Louis s'est proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé gentiment. C'était un voyage que je devais faire seul. Le trajet en TGV m'a donné du temps pour réfléchir. Je regardais défiler le paysage français, les champs verdoyants, les villages pittoresques, les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Ce pays qui avait été le témoin de toute ma vie, de mes joies et de mes peines, de mon amour et maintenant de ma renaissance. L'hôpital sentait le désinfectant et le désespoir. Didier était dans une chambre privée, connecté à plusieurs machines.
Il semblait avoir vieilli d'une décennie en un an. Quand il m'a vu à la porte, ses yeux se sont remplis de larmes. « Tu es venu » a-t-il chuchoté. « Je suis venu » ai-je confirmé, m'asseyant sur la chaise à côté du lit. Il était pâle, amaigri, les joues creusées et les yeux enfoncés dans leurs orbites. Ses mains, autrefois si assurées lorsqu'elles dessinaient des bâtiments qui toucheraient le ciel, tremblaient maintenant légèrement sur le drap blanc. Nous sommes restés en silence pendant plusieurs minutes, seulement le bip des machines marquant le temps. « Je m'interne dans une clinique après ma sortie d'ici » a-t-il finalement dit. « Pour traitement de dépression et d'alcoolisme. C'est une décision sage. » Il a regardé par la fenêtre, vers le ciel de Bordeaux. « Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi, tu sais. Personne ne le veut jamais, Didier. Mais nous faisons des choix, et ces choix ont des conséquences. Gabriel m'a dit que tu vas te remarier. » Oui. Il a acquiescé lentement. Il a de la chance. C'est moi qui ai de la chance. D'avoir trouvé quelqu'un qui m'apprécie pour ce que je suis. Didier a détourné le regard, des larmes silencieuses coulant sur son visage vieilli. Je suis désolé, Mathilde. Pour tout. Je n'attends pas ton pardon, mais je devais le dire. J'ai pris sa main maigre et froide entre les miennes. Non par amour romantique, qui s'était évanoui depuis longtemps, mais par compassion. Par respect pour les 35 années que nous avions partagées, pour les bons moments que nous avions eus, pour le fils merveilleux que nous avions élevé ensemble. Le pardon est un processus, Didier. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Mais je suis sur le chemin. Merci d'être venu, a-t-il murmuré. Je resterai jusqu'au retour de Gabriel, ai-je promis. En sortant de l'hôpital des heures plus tard, j'ai senti comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Non à cause de Didier, mais grâce à moi-même. Pour avoir finalement compris que pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait, mais simplement choisir de ne plus porter le fardeau de la rancœur. J'ai pris un taxi jusqu'à l'adresse que Gabriel m'avait donnée, l'appartement de Bordeaux, celui qui avait été le nid d'amour de Didier et Émilie. J'avais besoin de voir cet endroit, de l'affronter, pour pouvoir vraiment tourner la page. L'immeuble était élégant, typique de l'architecture bordelaise du XVIIIe siècle. L'appartement lui-même, au 3e étage, offrait une vue imprenable sur la Garonne. En entrant, j'ai été frappé par sa beauté, les hauts plafonds, les moulures délicates, les grandes fenêtres laissant entrer la lumière dorée du sud. Il était meublé avec goût, mélangeant des pièces antiques et modernes d'une manière qui reflétait indéniablement le style de Didier. Je suis passé de pièce en pièce, touchant les objets, observant les détails. Dans la chambre principale, les murs étaient effectivement peints dans un vert émeraude profond, comme je l'avais vu sur les photos. Sur la commode, j'ai trouvé un cadre photo retourné face contre le bois. En le soulevant, j'ai découvert une image de nous, Didier et moi, prise lors de notre 30e anniversaire de mariage à Venise. Nous sourions à la caméra, le grand canal scintillant derrière nous, nos visages illuminés par un bonheur qui semblait alors indestructible. Pourquoi avait-il gardé cette photo ici, dans ce sanctuaire de sa trahison? Était-ce par culpabilité? Par nostalgie? Ou peut-être, malgré tout, par un amour résiduel qui n'avait jamais complètement disparu? Je ne saurais jamais. Et finalement, cela n'avait plus d'importance. J'ai replacé la photo face cachée, exactement comme je l'avais trouvée, et j'ai quitté l'appartement, fermant la porte sur ce chapitre de ma vie. 3 mois plus tard, je me suis marié avec Louis lors d'une cérémonie intime dans le jardin de notre nouvelle maison à Montmartre. Gabriel était là avec Isabelle. Même Didier a envoyé un bouquet discret avec une carte simple, « Sois heureuse ». La cérémonie était simple mais émouvante. Pas de fanfare, pas d'extravagance, juste 2 personnes mûres promettant de chérir le temps qu'elles avaient ensemble. Louis m'a récité un poème qu'il avait écrit lui-même, ces mots touchant mon cœur d'une manière que je n'aurais jamais cru possible à nouveau. Ce soir-là, tandis que Louis dormait à mes côtés, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris et j'ai réfléchi au voyage extraordinaire des 18 derniers mois. De la dévastation à la rénovation. De la trahison à la renaissance. Notre chambre,
situé sous les toits de notre maison de Montmartre, offrait une vue panoramique sur la ville. Je pouvais voir le dôme blanc du Sacré-Cœur brillant sous la lune, les lumières de la tour Eiffel clignotant dans le lointain, et en dessous, les rues sinueuses de Paris, chacune avec ses propres histoires, ses propres secrets. À 57 ans, j'avais découvert la trahison la plus cruelle possible. À 59 ans, j'avais découvert que la vie pouvait recommencer, plus riche et plus authentique qu'auparavant. Cette nouvelle vie ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé pour mes années de maturité. Au lieu d'une retraite tranquille avec Didier, voyageant pour visiter les monuments architecturaux que nous avions toujours admirés, je construisais une carrière indépendante, redéfinissant notre entreprise selon ma propre vision. Au lieu de célébrer des anniversaires de mariage avec l'homme que j'avais épousé dans ma jeunesse, je découvrais les joies d'un nouvel amour, plus profond parce que basé sur une connaissance de soi que seules les épreuves et le temps peuvent apporter. Louis se retourna dans son sommeil, murmurant doucement. Je l'ai regardé avec tendresse. Cet homme, entré dans ma vie au moment où je pensais que toute joie m'avait été arrachée, m'avait montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour aimer à nouveau. Gabriel aussi construisait une nouvelle vie. Sa relation avec Isabelle s'épanouissait, et j'avais récemment surpris des regards échangés qui suggéraient que des fiançailles pourraient être annoncées prochainement. Il avait repris contact avec Didier de manière limitée, des appels téléphoniques occasionnels, un café une fois par mois. Je ne m'y opposais pas. Malgré tout, Didier restait son père, et la guérison de mon fils passait par la résolution de cette relation compliquée. Quant à Didier, il suivait son programme de réhabilitation avec une détermination que je ne lui avais pas vue depuis des années. Sobriété, thérapie, méditation, il adoptait ses nouvelles pratiques avec la même intensité qu'il avait autrefois consacrée à l'architecture. Il avait vendu l'appartement de Bordeaux et s'était installé dans un petit logement près de la clinique. Parfois, je me demandais s'il trouverait un jour la paix qu'il cherchait. Une partie de moi l'espérait. Car dans le fond, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont blessés, mais de construire une vie si pleine et si significative que le passé devient simplement un chapitre dans une histoire bien plus grande. Une histoire que, à 59 ans, je commençais seulement à écrire. Quand j'ai découvert la trahison, je pensais que ma vie était terminée. Aujourd'hui, je vois que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous eu le courage de reconstruire votre vie à 57 ans ? Peut-être traversez-vous quelque chose de similaire en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire ou vos réflexions dans les commentaires, parfois, partager est le premier pas vers la guérison. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, même quand nous pensons avoir tout perdu. La vie a des chapitres surprenants qui attendent d'être écrits, quel que soit notre âge.